et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Nouvelle semaine, nouvel épisode sur Prenons un café et pas des moindres, on va parler couple. Pour ce faire, je reçois Cécile, amoureuse de son amoureux depuis 20 ans. Ensemble, ils sont parents d'une petite fille de 7 ans qu'ils ont décidé d'avoir en pleine conscience de ce que ça allait changer dans leur vie à deux, qu'ils aimaient déjà beaucoup. Mais Cécile est également thérapeute de couple et docteure en psychologie. Et c'est avec ses multiples casquettes qu'elle nous parle aujourd'hui dans cet épisode en 2 temps. Tout d'abord, avec Cécile, nous échangeons sur son expérience personnelle de femme, d'amoureuse et de mère d'une enfant unique, avant de répondre aux questions des auditrices. Et oui, il y a quelques semaines, j'ai proposé une boîte à questions sur Instagram pour préparer cet épisode. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aviez des choses à demander sur le sujet du couple avant ou après les enfants. C'est donc avec plaisir que nous consacrons la deuxième partie de cet épisode à vous répondre. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Cécile. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Et puis merci de me recevoir dans ton appartement parisien. Je suis ravie. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas ? Oui, alors je m'appelle Cécile Basilier. Je suis parisienne. Je suis la maman d'une petite Romy qui a 7 ans, presque 8. Je suis psychologue et thérapeute de couple et je peins aussi des fresques murales. Voilà, je suis vraiment l'archétype de la stacheuse. Ouais, carrément, avec pas mal d'activités. Ça, puis c'est des activités qui se ressemblent pas finalement, c'est assez diversifié, c'est chouette. Oui. D'ailleurs, moi j'étais connue il y a longtemps grâce à ces fresques. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est possible. C'était des fresques, et parce que je trouvais ça trop cool, et je voyais personne qui faisait ça. Maintenant, on a quelques-unes de personnes. Et ben voilà. Mais je ne savais pas que tu avais la casquette de psychologue, et c'est aussi avec cette casquette qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est ça. Mais avant ça, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Alors, je me suis préparée parce que j'écoute les podcasts. J'ai plus de surprise maintenant avec ma question. J'ai réfléchi parce qu'en fait, je pense qu'enfant, ça semble évident parce que c'était c'est quelque chose, c'est la vision traditionnelle de la famille qu'on a. Je me posais pas trop la question. Pour moi, c'était évident. En plus, moi, j'ai toujours adoré les bébés. Tu sais, je suis le genre d'enfant qui avait des photos de bébés dans sa chambre. J'adore toujours les bébés. Après, j'ai rencontré mon mari. Moi, j'avais 19 ans. Ouais. Donc, on se pose pas la question d'avoir un enfant à 19 ans, quoi. Enfin, en tout cas, moi, non. En plus, on a tous les deux fait des longues études. Moi, j'ai fait un doctorat. Donc pour moi, j'envisageais pas d'avoir un enfant pendant mes études. Ouais. Et puis après, petit à petit, ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, ouais. Un peu plus. La trentaine est arrivée, et puis on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment ? Moi, j'ai jamais eu l'envie, tu sais, un peu animale. Ouais. Donc je me disais, du coup, est-ce qu'on a vraiment envie ? On est assez raccord sur nos envies, donc ça, c'est cool. Et puis un jour, à force de... ça a été plus une décision rationnelle, on va dire. On s'est dit, allez, on tente l'aventure. Ça marche pas. Ça marche pas. Grave. On fera pas de traitement long, difficile, etc. pour ça, parce que en fait le truc c'est qu'on était très heureux comme on était, quoi. Et ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, on était très heureux. Et puis en fait quand t'as 30 ans, tu vois tes amis qui ont des enfants. Quand c'est pas le tien, franchement, ça fait pas rêver, quoi. C'est ça que j'allais te poser, ça t'a donné envie ou pas ? Ça me donnait pas du tout envie, pour être honnête. Même si tu as conscience que ce n'est pas du tout pareil quand c'est ton enfant, que c'est l'amour qui fait que c'est sympa. De l'extérieur, Qu'est-ce qui te donnait cette impression-là de pas envie ?
Le manque de liberté, le couple qui part en cacahuète, le manque de temps pour soi, le manque de sommeil, la réalité de la vie de parent, quoi. Moi, je n'étais pas du tout dans ce truc, ça va être super d'avoir des enfants. Moi, j'étais plus, alors il va y avoir des trucs difficiles. Et voilà, en plus, être enceinte, ça m'a jamais trop attirée non plus. Au final, ça s'est avéré beaucoup plus facile que ce que je pensais, tu vois. C'est mais comme justement, quoi. Est-ce que parce que tu te prépares un petit peu au côté réel et pas au côté enjolivé, est-ce que justement, tu n'acceptais pas mieux les choses aussi ? Je pense. Je pense quand on est préparé à quelque chose, c'est plus facile. Quand on le vit, déjà, on sait que c'est pas que nous. C'est normal. Mais tu tombes pas de haut aussi. Ouais, voilà. Tu vois, t'as pas ce truc. Et puis en fait, on s'est tellement préparé au pire que ça peut être que mieux. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça, parce qu'on a tendance à entendre que la parentalité, la maternité, c'est quelque chose, c'est ce qui va bouleverser ta vie, ça va être la chose la plus belle de ta vie. La rencontre avec cet enfant te fait oublier absolument toute la douleur, l'épisiotomie et compagnie. En fait, la vérité, c'est que pas toujours, en fait. Et finalement, après 5 ans de prenant un café, je me rends compte que très rarement, quand même. Tu vois. Très, très rarement. Et c'est bien le problème. Ça dépend comment on se place. Voilà, après, évidemment, que être parent, c'est merveilleux, qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. Après, moi, j'ai toujours pensé qu'on peut être très heureux sans enfant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient même plus heureux sans enfant. Moi, je suis très heureuse avec un enfant. Même si j'ai eu des grosses difficultés pendant la grossesse, à l'accouchement, il y a eu des gros problèmes, etc. Je le referai pour ma fille, parce que je la connais, je l'aime telle qu'elle est. Je le referai pas pour un autre. Je comprends. Je comprends. C'est bon, j'ai un peu les mêmes projets de vie, on va dire. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce côté enfant unique. Moi, je le vis aussi. Et puis, en plus, je pense qu'on est des enfants du même âge. La mienne vient d'avoir 7 ans. Donc, ça me parle beaucoup. Mais oui, cette entre guillemets peur aussi peut-être de casser un équilibre mais même juste cette non-envie en fait. C'est une envie qui n'existe pas. Voilà. Dans mon cas c'est vraiment ça. Quand j'étais enceinte, il y avait elle était en siège, donc il y a eu tout ce questionnement autour de la césarienne, la version, etc. Moi la césarienne m'a jamais dérangée. Enfin, j'y tenais pas particulièrement, mais c'était pas je m'étais préparée à tout. Eux, ils essayaient vraiment de me convaincre, mais non, faut pas. En plus, pour avoir un deuxième enfant, j'ai dit mais je veux pas de deuxième enfant. Non, mais vous ne savez pas ce que vous savez pas, voilà. Voilà, vu comment ça s'est passé, non. Mais moi alors il faut jamais dire jamais. Mais dans notre idée, quand on a décidé d'avoir un enfant nous suffirait, et c'est le cas. On est très heureux comme ça. En fait, c'est plutôt la projection des autres finalement sur ton désir à toi, enfin ce truc de tu sais pas ce que tu dis ou bien sûr que tu voudras un autre enfant ou tu prives ton enfant de quelque chose d'extraordinaire. Le fameux c'est égoïste, etc. Moi, je trouve que quand même ça permet de donner beaucoup de choses à ton enfant existant et pas de projeter des choses sur un enfant qui n'existe pas en fait aussi. Enfin, et puis peut-être que ça serait la pire expérience de sa vie d'avoir un frère ou une sœur. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas qui sera cet enfant. C'est vrai que quand j'en parle sur les réseaux... alors moi, nous, on a très peu rencontré de personnes qui nous critiquaient ouvertement. Je pense qu'ils n'en pensent pas moins, mais ouvertement ou qui ont eu des réflexions désagréables. Je pense qu'on est assez sûr de nous pour montrer. Les gens savent que ça sert à rien, je pense. Mais quand j'en parle sur les réseaux, pour les gens qui se posent la question, qui s'intéressent à ce sujet, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me répondent qu'en fait, eux, avoir un frère et une sœur, c'était pas l'expérience la plus positive de leur vie. D'autres qui me disent qu'avoir été enfant unique, c'était triste. D'autres qui me disent qu'ils ont été très heureux d'être enfant unique. En fait, ce qu'on sait dans les recherches aujourd'hui, c'est qu'être enfant unique ne fait ni de nous un enfant égoïste,
ni asocial, qu'en fait c'est plutôt la façon dont on élève son enfant qui va faire... Enfin, c'est pas un déterminant statistique prouvé. Donc voilà, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, mais... J'ai l'impression que c'est de plus en plus courant quand même de faire ce choix-là, d'avoir un seul enfant, et d'autant plus dans des milieux citadins. Enfin, oui, je pense qu'à nous, en ville, à Paris, notre fille n'est pas du tout seule à être enfant unique, donc c'est plus facile aussi, j'imagine. Elle a jamais réclamé, ça l'intéresse pas du tout. Au contraire. Elle sait très bien ce que ça implique. Enfin, nous, c'est un choix qui nous convient, qui nous rend heureux et carrément. Qui ne nous pose pas de problème à nous. Est-ce que tu avais projeté justement l'arrivée de votre enfant sur votre vie de couple ? Alors, oui, peut-être un peu négativement, comme on disait. Je m'étais préparée au pire pour avoir le meilleur. Non, après, sincèrement, nous... ça s'est très bien passé, je pense parce qu'on se connaissait bien et qu'on avait anticipé aussi beaucoup de choses. Après, évidemment, il y a des difficultés que tout le monde rencontre, qui sont que on a moins de temps, voilà. C'est un budget supplémentaire aussi, si on veut avoir du temps. Il faut répartir, voilà, il y a des histoires de répartition, de charge mentale, tâches, voilà, qui ont un peu plus émergé à ce moment-là, parce qu'on n'avait jamais eu peut-être ces soucis avant. Voilà, après on en a discuté et puis ça roule, mais je pense parce qu'on s'était préparés aussi. Oui, carrément. Vous êtes indépendants tous les deux, professionnellement. Est-ce que ça a un impact plutôt positif ou moins positif sur justement cette vie de famille ? C'est difficile à dire parce que je pense qu'on a connu que ça. Alors mon mari, on a créé une entreprise de location de cabines photo suite à notre mariage. Donc il fait ça. Lui, il a des activités souvent la nuit, le week-end. Ça peut être en journée aussi. Donc forcément, ça a un impact différent sur la vie de famille parce que il peut ne pas être là au moment où notre fille est là. Ça a pu poser pas des problèmes, mais en tout cas des difficultés, on va dire. Moi, pour moi, c'est plus flexible. Donc, au contraire, c'était plutôt un avantage pour être disponible au moment où il fallait, être là dans les moments où il fallait. Après, j'ai toujours un peu fait attention à pas être trop flexible. Et, c'est un piège, ça peut être vite un piège, cette histoire. Et puis du coup, me faire aspirer par ça. Par exemple, notre fille va à l'étude après l'école, alors que c'est vrai que je pourrais la récupérer, mais bon. Mais t'as cadré ton temps de travail, en fait. Voilà. Il y a aussi ça. Enfin, on a peut-être parfois tendance... Après, ça dépend à quel moment, parce que vous avez toujours été indépendant, donc avant l'arrivée de votre fille, c'était déjà quelque chose qui existait. Quand on devient parfois indépendant après, on a tendance à peut-être justement adapter son temps de travail à sa vie familiale, ce qui est très chouette si ça convient, mais parfois au détriment d'une certaine liberté financière, parce que t'as moins de temps pour faire vivre ton activité, pour te dégager un chiffre d'affaires et un salaire qui correspondent à ce que tu souhaites comme niveau de vie. Et peut-être ça crée une inégalité dans le couple aussi, entre quelqu'un qui va gagner plus que l'autre et donc qui va... Par effet, c'est ce qui se passe en vrai. J'invente rien, ça s'appelle la société patriarcale. Où les mecs vont travailler plus et ramener l'argent à la maison et la femme doit faire le reste, faire la popote et s'occuper des enfants. Ça crée ce déséquilibre-là. Bien et ça sûr. Peut être un piège. Nous, on n'a pas eu trop de déséquilibre financier. On a toujours eu des phases où c'était plus lui, plus moi, plus lui, plus moi. Ça n'a jamais été un souci pour nous dans notre couple. Je sais que ça peut l'être pour beaucoup de couples. Pour nous, ça n'a pas été un souci. Après, il y a une histoire de temps qui est liée au fait que quand mon mari travaille au moment où les gens sont avec leur famille. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Donc, possiblement le soir, le week-end...
Donc c'était moins un problème avant d'avoir un enfant. Ouais. Déjà parce que beaucoup de fois je l'accompagnais, donc on passait encore du temps ensemble. Nous, on est assez... on aime bien passer du temps ensemble, quoi. Vous vous trouvez mutuellement sympa. Voilà, on s'apprécie assez. Et on aime bien, voilà, on est toute la journée ensemble. On a toujours apprécié d'être ensemble. Donc là, on était moins ensemble. Voilà, c'est peut-être ça qui a été le plus difficile pour s'adapter. Carrément. Est-ce que tout ce que tu avais imaginé de pire s'est produit avec cet enfant? Alors, grossesse, accouchement, pire que ce que j'imaginais de pire. Après, par contre, dès qu'il y a eu l'accouchement, non. Alors, on a eu beaucoup de chance, hein, je peux pas dire. On a une petite fille qui a fait ses nuits au bout de 2 semaines, qui a toujours beaucoup dormi. C'est un gros point quand même. Voilà. Je pense que le sommeil, quand on l'a, au final, moi, je dormais beaucoup plus après avoir eu un enfant qu'avant. Donc, c'est sûr que, voilà. Déjà, je pense qu'une fois qu'on a le sommeil, on réfléchit à peu près sainement déjà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Quand tu dors pas pendant des années, bien sûr. Tu peux pas être clairvoyant sur plein de sujets, hein, sur ton travail, sur ton couple aussi. Enfin, il y a beaucoup de tensions qui se créent avec le manque de sommeil finalement. Puis on sait que en fait, le manque de sommeil, ça crée les mêmes effets que la dépression, donc c'est sûr. Donc ça, c'était vraiment un gros point. On a une petite fille qui est très facile, très agréable. Après, comme tous les enfants, voilà, il faut passer du temps avec elle, voilà. Mais non, ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on craignait. Peut-être parce qu'on le craignait. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Vous aviez demandé le sexe du bébé avant la naissance? Oui. C'était important? Oui, c'était important. Ouais. Pas parce que, pas parce que c'était, voilà, on voulait une fille, on voulait un garçon. C'était plus dans l'idée de se projeter. Parce que c'était très flou quand même. C'était très nébuleux pour nous. Ouais, je comprends. Donc voilà, c'était l'appeler par son prénom, voilà, se projeter, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Enfin, lequel? Celui que tu choisis. Ton métier de psychologue. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, hein, mais que pendant un temps, t'en as pas beaucoup parlé. C'est assez récent finalement, ta communication autour de ça. C'est vrai. En fait, moi, du coup, j'ai fait une thèse de psycho. J'ai travaillé dans la recherche pendant plus de 10 ans après ma thèse. Et j'en parlais peu à l'époque, parce que pour moi, je le séparais de... Enfin, quand je dis j'en parlais peu, c'était sur les réseaux sociaux. Non, c'est ce que toi et les autres pouvaient voir, quoi. On ne se connaît pas personnellement. Voilà. Donc sur mon compte, j'en parlais peu parce que voilà, c'était pas forcément le sujet central de ma présence sur les réseaux sociaux. Et puis finalement après, j'ai arrêté de travailler dans la recherche, donc forcément j'en parlais moins. Et puis oui, récemment, je suis revenue à mes premières amours, on va dire, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler sur ce sujet du couple. Et voilà comment j'en ai reparlé un petit peu aussi, parce que voilà, ça m'intéresse. Je me dis que si ça m'intéresse, ça peut intéresser d'autres personnes. Je pense que voilà, les gens qui me suivent sur les réseaux... ils sont comme moi, donc ils ont les mêmes problématiques, les mêmes inquiétudes, et voilà. Mais en même temps, pas très surprenant, parce que je trouve que dans la communication, dans ta façon de parler, on sent que le couple, c'est quand même quelque chose de central dans ta vie. Oui. Beaucoup plus, en tout cas c'est ta façon d'en parler, beaucoup plus que ta parentalité. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, tu me dis si je me trompe, mais que ce socle couple passe... presque avant, et attention, je veux pas que ce soit mal pris ce que je dis, c'est pas, voilà, il y a pas de l'enfant est moins important, c'est pas ça, mais que c'est vraiment le socle de votre famille finalement, c'est ce couple. Tout à fait. Oui, c'est ce que je pense. Je pense que c'est grâce à ce socle qu'on peut être une famille épanouie. Et évidemment, dans les faits, le temps que je consacre à ma fille ou qu'on consacre tous les deux à notre fille est gigantissime et énorme, mais pour moi, si on n'a pas cette base,
Alors, je parle pour nous, parce oui, qu'on peut être parents célibataires et de très, très bons parents. Mais pour nous, voilà, c'est une base qui nous permet de rajouter quelque chose à notre bonheur individuel et de rajouter quelque chose à notre bonheur familial. Donc, pour moi, c'est un peu un socle qui me permet d'être une bonne maman. Ouais, c'est ça. Et puis, dans ce que tu expliquais, je vois, parce que, à force vraiment d'entendre des histoires, on voit bien que votre couple, fonder une famille n'était pas une condition sine qua non à la poursuite de votre couple. Tu sais, il y a des personnes qui, parce qu'il y en a un qui veut pas d'enfant, par exemple, vont se séparer parce que vraiment, ce désir de parentalité est plus fort que tout le reste, en fait, et que c'est pas que peu importe la personne avec qui on fait un enfant, c'est pas ça, mais que vraiment, si la personne en face a pas ce désir-là de parentalité, ça ne pourra pas marcher. Et ça se comprend, parce que ça veut dire, si dans un couple, il faut avoir des projets communs quand même. Si on a des projets de vie ou des visions de la vie très différentes, c'est compliqué, c'est sûr. C'est ça. Non, nous, c'était pas... en fait, pour nous, on est devenu une famille quand on s'est mariés. Ouais. On était déjà une famille avant d'avoir un enfant. Ouais. Donc voilà, notre fille est venue se rajouter à notre famille merveilleusement bien, mais elle fait partie de la famille au même titre, voilà, que nous deux. C'est quelque chose qui est important pour nous, de lui faire comprendre que même si évidemment on lui consacre beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Dans les faits, voilà, si on compte de manière objective, elle passe peut-être avant beaucoup de choses. Tous les membres de notre famille sont aussi importants les uns que les autres, et donc c'est important que tout le monde y soit heureux, tout le monde y trouve son compte. Et puis on n'est pas obligé non plus de séparer, tu sais, genre le temps couple et le temps enfant, parce qu'en fait, même quand t'es en famille à 3 ou quoi, tu passes un petit bisou, un petit câlin, des trucs comme ça, ça fait partie du quotidien. Là, je parle d'expérience très personnelle, vraiment, je raconte ma vie. Mais je sais que, parce que je pense qu'on a des visions du couple assez similaires. On a beaucoup de points communs, c'est sûr. Merveilleux. C'est parfait. Et en fait, vraiment, moi, j'ai le souvenir en tant qu'enfant d'avoir eu des parents qui se cachaient pour se faire un bisou ou faire ça. Et en fait, pour nous, en famille, ça n'a jamais été du tout le cas, parce qu'en fait, on veut qu'elle ait cette vision du couple aussi bien que de la famille, et que ce duo-là est aussi important que mon duo avec ma fille, ou que ma fille et son papa, et que notre trio aussi. Bien sûr. Et puis mon duo avec mon chat aussi, parce que j'ai bien sûr un fils aîné. Évidemment. Évidemment, je comprends. Nous, on a eu un chat aussi. Tu vois, point commun. Mais c'est important que, justement, que même au sein de ce trio, de cette famille, il y ait aussi des petits groupes. C'est-à-dire qu'ils font des choses ensemble, on fait des choses ensemble, et puis on a du temps seul aussi. Cet équilibre-là, il est important, et je trouve que c'est aussi... En tout cas, ma vision, c'est vraiment de ne pas tout séparer pour autant, quoi. C'est pas parce que... Non, de toute façon, dans les faits, c'est sûr qu'on passe la plupart du temps à 3 ou à 2 avec notre fille. Après, je pense que c'est quand même important je pense, et j'en suis sûre de mon expérience professionnelle, que le temps à 2, d'ailleurs comme le temps à 2 avec son enfant, donc créer une relation à 2 est importante aussi. Donc il faut nourrir toutes ces relations qui sont importantes, dont son couple. Après, c'est aussi plus facile, je trouve, à mettre en place et à faire quand les enfants sont plus grands. Oui, c'est ça sûr. Demande, à 7 ans, par exemple, elle demande quand même... Elle a plein de temps solo, où de toute façon, elle ne veut pas qu'on interagisse avec elle. Donc, du coup, c'est chouette, parce qu'on peut interagir avec d'autres personnes. C'est ça. Mais non, c'est vrai, tu as cette indépendance qui se crée aussi au fil du temps, et qui est intéressante. Et c'est vrai que quand ils sont tout petits, et que selon les configurations, où tu peux pas le poser, il dort pas, il y a plein de choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile de s'accorder du temps à soi et du temps en plus à son couple. Et généralement, en priorité... c'est d'abord soi et après le couple, d'ailleurs. Le couple passe souvent en dernier. C'est vrai, hein. Mais d'ailleurs, le nombre de séparations sur la première année de l'enfant, elle n'est pas anodine. C'est quand même énorme.
Et c'est lié à plein de choses, le manque de sommeil. J'avais lu un article et je trouvais ça assez intelligent. Dire ne prenez pas de grandes décisions la première année après la naissance de votre enfant. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il vaut mieux éviter de penser que notre état sans sommeil est notre état normal. Moi, je pense que c'est important, c'est aussi d'accepter qu'on a des périodes dans sa vie où, oui, on va avoir moins de temps pour son couple. Ça n'empêche pas de faire des petites choses qui prennent 1 seconde et demie 10 fois par jour. Il faut accepter que par moment, on va être plus centré sur soi, parfois plus sur son couple, parfois plus sur son enfant. Et en fait, accepter ça, déjà, ça va mieux, quoi. Parce qu'évidemment, que quand on a un nourrisson, on va pas lui dire reste 2 heures dans ton berceau, moi je vais faire un resto. Enfin, s'il a envie de pleurer, ton resto il tombe à l'eau. Mais c'est vrai, mais c'est important ce côté chaque chose en son temps, parce que parfois il y a les personnes se mettent une telle pression pour tout avoir et tout réussir et tout faire bien en même temps. Alors qu'en fait, quand même, c'est pas trop possible. Même physiquement, ne serait-ce que quand tu es en postpartum immédiat, tu vas pas t'inscrire au marathon de 1 mois après avoir accouché, tu vois. Donc, c'est un peu le même constat dans toutes les sphères de ta vie, en fait. Tu peux pas tout faire en même temps, et c'est OK. Et puis, on a quand même un peu de chance, c'est que la vie, elle est pas si courte, en fait, aussi. On a du temps, normalement. Normalement. Sauf cas exceptionnel. Mais normalement, on a du temps. Tout à fait. J'ai lancé sur Instagram une petite boîte à questions, puisque nous avons la chance de t'avoir au micro. Donc des personnes qui avaient des questions à propos du couple, que ce soit avant l'arrivée d'un enfant, après l'arrivée d'un enfant. Enfin voilà, il n'y avait pas de limite dans la question. C'était un questionnaire anonyme. Donc des questions que nous allons aborder, nous ne savons pas du tout qui les a posées. Il y a des questions précises, il y a des questions un peu plus génériques. Donc on va commencer par ça te va ? Très bien. Alors, il y avait la première question. Je les ai rangées un peu dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre d'apparition, parce que je trouvais que c'était plus sympa comme ça. La première question était intéressante. Elle dit... Enfin, elles sont toutes intéressantes. Évidemment. Nous sommes ensemble depuis 9 ans et allons nous lancer dans un projet bébé. À quoi faut-il être vigilant en tant que couple pendant cette période de transition d'une vie à 2 vers une vie à 3 ? Alors déjà, je trouve que c'est une super question. On se la pose trop peu. Voilà, on se la pose trop peu. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, se poser la question, pour moi, c'est la clé de la réussite. C'est important de se la poser. Je pense que là, les personnes qui posent la question, c'est un couple qui a déjà de l'expérience, qui a déjà 9 ans ensemble, donc ils doivent apprécier le temps qu'ils ont ensemble aussi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est central de se poser la question, parce que ça va, pas forcément, mais quand même, il y a de grandes chances qu'on ait des soucis liés à son couple suite à une naissance. Parce qu'on sait que après une naissance, la satisfaction de couple, elle chute dramatiquement. C'est-à-dire que 67% des couples disent être moins heureux ensemble après l'arrivée de leur premier enfant. Donc 67%, c'est énorme. Ce que les recherches disent, c'est qu'en fait, les parents, ils vont se sentir moins appréciés l'un par l'autre, que la libido peut baisser, que le fait d'être très disponible émotionnellement pour quelqu'un fait qu'on est moins disponible émotionnellement pour son couple et pour tous les autres aussi, que le déficit de sommeil qui touche quand même une grande partie des parents va créer des conditions qui font qu'on est comme en état de dépression léger à modéré. Donc c'est quand même pas anodin. Et évidemment, le manque de sommeil fait qu'on est moins disponible, plus facilement agaçable, plus facilement... les trucs du quotidien peuvent vite nous saouler. On n'est plus patient devant une assiette sale. Voilà, et on ne supporte plus rien. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'avoir une mauvaise relation de couple, ça a un impact sur les enfants. Parce que les enfants, ils sentent tout, donc ils peuvent pleurer plus. Donc en plus, si on a un enfant qui pleure plus, on est moins patient, etc. C'est le cercle vicieux. On plus de difficultés à s'auto-apaiser, etc. Donc ça, c'est bon pour personne, quoi, on va dire.
Ça, c'est la vision négative. Maintenant qu'on parle là-dessus, c'est pas une fatalité non plus. Il y a des couples qui arrivent très bien à passer cette grande étape de vie. Il faut se préparer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fois, on est tous dans le même bateau. En fait, c'est pas juste nous qui avons des difficultés. En fait, tous les parents ont des difficultés, qu'ils le montrent ou pas. Ils rencontrent à un moment des difficultés, c'est plus ou moins visible, plus ou moins montré, mais voilà, on est tous dans le même bateau. Ce qu'on peut faire, parce que c'était ça la question, pour se préparer. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. Alors après, ça va travailler un petit peu plus en détail, mais si on veut se poser des petits points, il faut déjà créer ce qu'on appelle une amitié de couple forte. Donc l'amitié de couple, c'est quoi ? C'est le fait d'aimer être ensemble, de s'apprécier, de se montrer, de la tendresse, de l'admiration. Si on a créé cette amitié de couple, en fait, tous les petits détails négatifs qui peuvent nous agacer, ils vont passer un peu en arrière-plan. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui nous apporte pas de petites choses positives au quotidien, on le supporte moins que quelqu'un qui compense avec beaucoup de positifs. Donc il faut remplir ce qu'on appelle le compte bancaire émotionnel, c'est-à-dire que pour qu'une relation, quelle qu'elle soit, mais là pour le couple fonctionne, il faut qu'il y ait au moins, minimum, 5 petites choses positives pour une chose négative. Donc les petites choses, ça peut être quasi rien, un geste, un bisou. T'amènes un petit carré de chocolat. Un carré de chocolat. Quand j'ai interrogé les gens sur mon compte Instagram, beaucoup disaient le thé. Quelqu'un, mon mari, ma femme me prépare mon thé. Et ça, c'était un petit geste sympa. Et c'est quand même pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il y a aussi le fameux verre d'eau quand tu allaites un bébé et que tu le mets au sein et que tu te déshydrates littéralement en 2 secondes 30, tu deviens un pruneau. Le fameux verre d'eau qui arrive comme ça, tout seul. C'est ça. Pas tout seul, c'est ton conjoint, ta conjointe qui l'amène. Mais ça, c'est un vrai... Au-delà du couple, c'est aussi une implication dans la vie parentale. Bien sûr. En fait, tous les petits gestes qu'on peut avoir au quotidien, c'est des sortes de préliminaires, quoi. Ouais, carrément. C'est important de ne pas se dire il faut des trucs extraordinaires, il faut partir en week-end, partir en vacances 3 semaines, aller aux Seychelles, les fleurs tous les jours. En fait, ce qu'on veut, c'est en avoir un petit peu tous les jours et des petites choses qui sont importantes. Donc ça... Si on crée les conditions comme ça, le négatif nous passe un petit peu plus au-dessus, on va dire. Après, il faut discuter du sens commun qu'on va vouloir pour notre famille. Donc, on va avoir une famille, créer une nouvelle culture familiale. Il faut discuter en amont de ce qui est possible, impossible, intolérable. Il y a des choses intolérables pour tout le monde, en tout cas qui devraient l'être pour tout le monde, et puis il y a des choses qui, selon notre histoire, vont être plus ou moins problématiques. Donc ça, il faut en discuter aussi avant. Il faut essayer d'apprendre à se disputer. C'est un grand travail. Ce qu'on appelle un départ doux, c'est-à-dire commencer sans tout de suite agresser l'autre, pas d'attaque sur la personnalité, pas de critique, plutôt des complaintes. Alors la différence, c'est que la critique, c'est sur la personnalité, la complainte, c'est il y a quelque chose qui me gêne. Parce qu'on a le droit. Et le tu, c'est ça un peu ? C'est plus axé sur son ressenti que sur les tares de l'autre, parce que c'est toujours de la faute de l'autre. Bien sûr. En même temps, il n'a qu'à pas laisser traîner ses chaussettes aussi. Voilà, tout à fait. Alors évidemment, dans le feu du truc, c'est pas toujours facile. Là, c'est des idées que je donne comme ça, mais on est dans la théorie. On est dans la théorie, exactement. Il faut aussi essayer de réduire son détecteur de négativité. Donc là, c'est important d'avoir des standards élevés. C'est-à-dire ne pas laisser tout ce qui est négatif s'installer.
parce que c'est ça qui fait qu'on a des grosses difficultés après, qu'on a beaucoup plus de mal à régler. C'est à ce moment-là que les gens vont voir un thérapeute de couple, en général, quand ils sont au bout. Quand c'est à la limite, ouais. Voilà, c'est jamais en prévention, finalement. C'est très rare. Ouais, malheureusement. Donc, il faut vraiment réduire ce détecteur. Il ne faut pas accepter qu'il y ait du négatif qui s'installe. Ça, c'est important pour éviter des rechutes de crise dans le couple. Et on peut pas avoir un couple épanoui qui laisse s'installer des problèmes sur le long terme. Donc les couples qui fonctionnent bien, en fait finalement on a l'impression qu'ils sont plus exigeants. On peut avoir cette image, souvent c'est les femmes, c'est beaucoup les femmes qui ont ce détecteur de négativité. On va dire tu te rends compte, elle est toujours en train de demander plus, etc. Et en fait, c'est ça qui... Continuez à demander plus. Mesdames. Voilà, demandez, soyez la reine de votre vie. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire, je vais mettre ça sous le tapis, ça va passer tout seul, quand il y a un truc négatif. Parce que pas l'énergie, parce que pas l'envie, pas le temps, enfin, il y a toujours plein d'excuses qui sont... ça. Pour tout, oui, mais pour tout. Mais tout les ce qui demande des efforts. sont jamais les bons amis, finalement, de la résolution de problèmes, quels qu'ils soient. Non. Et alors qu'en fait, on va arrêter de mettre les trucs sous le tapis. Déjà, après, c'est crasse-pouillou, c'est sale, on n'aime pas. Mais peut-être que ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, le problème du tapis, de ce fameux tapis, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il y a tellement plus de... Enfin, ça explose, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de diffus. Non. C'est tout d'un coup. Ça peut être diffus, mais du coup, la façon dont ça se réveille à la fin, on peut avoir l'impression que c'est explosif, quoi. Ouais, carrément. Donc, c'est rarement bon. Ouais. Mais après, voilà, dans les faits, c'est quand on n'a pas dormi de la nuit et que... on a du mal à dire oui, avec amour, je me sens vraiment très mal quand tu laisses l'éponge dans l'évier. Voilà. J'aimerais beaucoup que tu laisses l'éponge à sa place. Nous avons un magnifique ustensile à éponge, un truc pour qu'elle reste sèche. Voilà. C'est pas toujours facile. Après, les couples qui vont bien, c'est pas des couples parfaits, quoi. Ouais. Ils ont aussi leurs crises, ils ont aussi leurs difficultés. Juste, quand ils ont des disputes, ils arrivent à les réparer. Ils arrivent à mettre plus de positif que de négatif dans leur relation. Et donc, c'est ça qui fait qu'ils fonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Puis, il faut quand même une envie commune. Parce qu'il faut aussi... Il n'y a qu'une personne qui fait le travail, finalement. C'est un peu compliqué. Il y a une question comme ça dans la liste. Exactement. Ouais, j'allais dire, tiens, ça me rappelle une question. Je ne sais pas si j'ai mis... après, peu importe l'ordre dans lequel je l'ai mis. Mais tu vois... Il y a aussi quand même, là, pour revenir sur la première question, il y a énormément de couples qui ne se posent pas du tout de questions avant de se lancer. Parce que là, la question vient de personnes qui disent « on va se lancer dans un projet bébé ». C'est donc extraordinaire. on est vraiment, vraiment en amont. Et bravo à toi. Je ne sais pas si les réponses diront « finalement, on ne va pas y aller ». Peut-être j'ai été trop négative. Non. C'était pas dans le but de dégoûter de la parentalité, vraiment. Mais c'est juste qu'il faut savoir que ça peut être dur et que si c'est dur, on peut trouver des solutions pour que ce soit moins dur. Carrément. Et je pense que la question du couple, elle est... Enfin, je pense là, ça m'a fait penser d'un coup aux personnes qui ont des parcours longs, tu sais, des parcours PMA, où le couple est déjà mis à l'épreuve par le parcours de fertilité, par le fait que ce soit long. Mais en même temps, ce couple-là est presque oublié aussi parce que leur objectif, c'est faire un bébé, faire un bébé, faire un bébé, faire un bébé. Et une fois que la grossesse arrive et une fois que le bébé est là, c'est comme si c'était un point final, alors qu'en fait, c'est là que ça commence encore plus. Mais pendant ces parcours-là, il n'y a pas de questions autour du couple. Tu vois ? C'est dommage. Ouais, non, mais tu vois, il devrait y avoir un accompagnement. De toute façon, à chaque étape importante de la vie, on devrait être accompagné si on en ressent le besoin. Mais je pense qu'en fait, même au-delà d'en ressentir le besoin, personne n'aurait d'impact négatif à se préparer, à savoir ce qui... Voilà, pour le mariage, c'est pareil. Enfin, pour les mariages, l'engagement. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose aussi que je propose, les préparations au mariage, à l'engagement, au déménagement ensemble, emménagement ensemble. Voilà, c'est des grandes étapes. Évidemment, on peut arriver et puis voir comment ça se passe, et puis ça se passe bien, ça se passe mal.
c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire que si on peut le préparer et puis que ça se passe bien, moi je suis plutôt adepte de ça. Complètement. Mais moi aussi, et d'ailleurs ça me fait penser, encore une fois je vais encore raconter ma vie, moi j'ai suivi une thérapie pendant toute ma grossesse. Ouais. En fait, je pense que sans ça, je serais arrivée dans la maternité, mais dans un tourbillon, un trou noir où j'aurais rien compris, et je pense que j'aurais pu faire une dépression du postpartum, ça m'est pas arrivé, mais cette thérapie m'a permis, pas de savoir exactement ce qui m'attendait, mais en tout cas de pouvoir projeter ma maternité sur le rôle que je voulais avoir, quelle mère je voulais être, quel lien je voulais créer avec mon enfant. Alors on n'a pas parlé du couple, c'est vrai, pendant cette thérapie, mais ça te permet de vraiment poser un peu les fondations. C'est comme faire un business plan quand tu lances une entreprise, en fait, c'est un peu la même chose. Bien sûr. Prévisionnel. Je fais le prévisionnel de ma maternité. Mais ça permet quand même de débloquer plein de choses et d'être au clair un maximum. Bien sûr, après évidemment, comme tu dis, on ne peut pas tout prévoir. Et en fait, je pense qu'il faut se préparer à ne pas être préparé à tout aussi. Ça, carrément. C'est important, comme pour l'accouchement d'ailleurs, comme pour la grossesse, on peut pas tout prévoir, et la capacité justement à être flexible, c'est une grosse qualité d'être parent, je pense. Carrément. Ah bah ça, parce que bon, le réveil avec 42 fièvres, quand t'as ta méga réunion le matin, ça tu prévois pas, mais en même temps ça fait partie du jeu. C'est ça, c'est que c'est accepter aussi ces moments-là, quoi. Ouais. Carrément. Une fois qu'on a un bébé, revenons sur nos questions. Alors, on a eu 2 questions sur l'éducation et les désaccords concernant l'éducation d'un bébé, d'un enfant. On en a eu une avec, je vais la lire clairement, c'est comment faire quand on n'est pas d'accord avec la manière dont notre conjoint s'adresse à notre bébé. Et une autre qui concernait comment gérer les différences de règles d'éducation au sein, avec différents enfants au sein d'une famille recomposée. Alors, je les ai groupés dans le même groupe parce que c'est vraiment on parle d'éducation et de finalement des accords dans l'éducation. Au sein d'un couple, comment on fait pour s'accorder sur ces violons-là? Encore une fois, il faut se préparer. J'en reviens un petit peu à la même chose. C'est important. C'est des questions qui vont forcément émerger à un moment. On peut rarement être entièrement d'accord sur la façon de faire. On ne peut pas être préparé à tout, évidemment, parce qu'on ne peut pas être préparé à tous les événements de notre vie. Par contre, il y a quand même un gros travail de discussion en amont sur nos valeurs, nos sens de la vie, sens commun, voilà, les choses qui sont, comme on disait, les choses qui sont intolérables pour nous, qui sont acceptables, et puis se mettre d'accord sur les limites que chacun a, pour que aucun des deux ne dépasse ses limites dans la mesure de ses capacités, évidemment. Il y a un grand travail aussi d'acceptation, compréhension de l'autre. Alors, on ne doit pas tout accepter. Le couple, moi, je ne pense pas que tous les couples devraient être ensemble. On ne doit pas accepter l'inacceptable. Par contre, pour être un couple heureux, il faut avoir une partie de compréhension de l'autre. Et quand on comprend l'autre, on peut comprendre ses réactions. Par exemple, avec un enfant, c'est quand même souvent lié à soit son éducation, à des expériences. C'est plus facile d'accepter certaines choses. Encore une fois, on n'accepte pas tout. Peut-être de comprendre plutôt que accepter, parce qu'on peut comprendre le pourquoi. Il faut comprendre, mais ça ne veut pas dire accepter. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est très très vrai. Non, mais en fait, on peut comprendre et justement pointer et en discuter. Et quelque chose qui est inacceptable pour l'un des deux, peut-être que l'autre peut travailler une fois qu'il l'a compris aussi, parce que parfois, en fait, la personne, elle le voit même pas, en fait. Elle voit pas où est le problème. Exactement. En fait, dans un couple ou dans une relation, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un mélange de compréhension et de changement. Qui va faire le changement en premier ? Il n'y a aucune raison que ce soit l'un ou l'autre. Donc en général, on n'a pas envie de changer. Donc on commence par la compréhension. Si on comprend mieux l'autre, on comprend pourquoi aussi la personne qui fait, par exemple, le comportement qu'on estime inacceptable avec son enfant, on comprend pourquoi il réagit comme ça. Et l'autre comprend pourquoi pour nous c'est inacceptable. La personne qui est en couple, qui aime son partenaire,
Elle veut pas rendre l'autre malheureuse. Donc, une fois qu'elle a compris, il va y avoir une amorce de changement. Voilà. C'est ça, c'est vers ça qu'on veut tendre. Après, si c'est trop compliqué, il faut demander l'aide d'un tiers, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas forcément démêler seul. Mais voilà, il y a une grosse part de compréhension pour pouvoir évoluer. Et c'est la même chose qui se passe pour les familles recomposées. C'est-à-dire qu'on a, déjà avec son enfant, on a l'histoire personnelle de son conjoint qui n'est pas la nôtre, notre histoire, qui crée un autre être humain qui va être encore différent, qui va avoir ses propres expériences. Et là, avec un enfant d'une autre personne, il y a une autre personne qu'on n'a pas choisie, donc pour qui on ne ressent pas d'amour, qui va avoir un impact sur la façon dont est l'enfant. Donc, encore une fois, il y a un travail de compréhension de pourquoi notre partenaire peut-être accepte certaines choses que nous, on n'accepte pas. Il y a aussi, je pense, à faire comme un petit conseil de famille, voilà, pour dire, voilà, aujourd'hui, on est une nouvelle famille, donc on a une nouvelle culture familiale. Notre culture familiale, c'est ça. Ça se passera tout le temps comme ça. Ça, c'est inacceptable pour nous. Comme une charte de vie. Voilà, une petite... petit conseil de guerre. Ça peut même être avec les enfants s'ils sont plus grands. Mais en tout cas, de se poser et vraiment se dire, voilà. Après, il faut aussi accepter que l'enfant de l'autre, ce n'est pas notre enfant, que ce n'est pas notre responsabilité entièrement, qu'on peut ne pas l'apprécier, il peut ne pas nous apprécier. C'est dur, mais ça peut arriver, et puis ça sert à rien de forcer, parce que si on force, c'est pire. Il faut accepter l'autre dans son entièreté, comprendre l'autre dans son entièreté, et donc ça implique une autre partie en plus. Quoi. Ouais, carrément. On va passer sur le point sexo, qui est quand même... Il y a une petite musique là. Je vais mettre une petite musique. Je ferai ça. La chronique sexo. Non, mais c'est un vrai sujet pour les couples pour les couples tout court, mais aussi surtout pour les couples qui viennent d'avoir un enfant. Et on a des questions hyper précises. Genre, y a-t-il des statistiques sur le nombre de rapports sexuels moyens chez les couples après la venue d'un enfant ? Moi, j'étais par mois, par semaine, parce qu'en fait, est-ce qu'il y en a et est-ce qu'elles veulent dire quelque chose surtout ? C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi poser cette question ? Donc ça peut être parce qu'on a peur de ne pas être dans la moyenne, on a peur d'être au-dessus, en dessous. D'être hors norme. Alors il y a des statistiques, je peux vous dire quelques petits points sur ce sujet. Après, c'est pas que ça veut rien dire, parce que, encore une fois, il y a des couples qui sont très heureux avec une vie sexuelle très très riche, et d'autres avec une vie sexuelle moins riche, moins riche, le mot, moins régulière, voilà, exactement. Parce que riche, ça peut être une très fois riche. Tous les 6 mois, c'est régulier. Ouais, c'est vrai, moins fréquente. Voilà, on va y arriver. Donc la question, c'est pas tellement de savoir les autres comment ils font. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien à nous dans notre couple. Après, on sait que avoir un enfant, c'est pas du tout un aphrodisiaque, hein. C'est clair. C'est le contraire. Que en général, la libido chute. Hein. D'autant plus chez les femmes qui allaitent. Il y a une histoire chimique aussi dans l'histoire, mais aussi chez les femmes et certains hommes. Alors je dis les femmes, les hommes. Voilà, là c'est des moyennes, ça ne veut pas dire que si on est un homme avec une faible libido ou une femme avec une forte libido, on n'est pas normal. Est-ce y a-t-il vraiment une norme en fait en sexualité ? Il n'y a pas de norme, non. Il n'y a aucune norme. Après, il y a des moyennes, mais la moyenne, ça veut dire qu'il y a des extrêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais donc voilà, on sait que le désir sexuel après l'arrivée d'un enfant, il est moins important en moyenne chez les femmes que chez les hommes, que l'envie d'un rapport sexuel est moins important chez les femmes que chez les hommes. Encore une fois, je mets entre grosses guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui sont un peu prisonniers de cette image de les hommes, ils ont une grosse libido, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une libido moins importante, et c'est très très bien comme ça aussi. Et puis aussi un lien aussi avec l'image de leur conjointe
qui devient mère. Et il y a des hommes qui ont du mal avec ça aussi. Oui, tout à fait. Il y a les changements physiques, le changement de notre rôle dans la société, de notre rôle dans la famille. Il faut se réinventer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément rapide. Là, les statistiques que je peux vous donner, c'est même 3 ans après la naissance. Donc, ça dure. C'est en sortie de postpartum. Le postpartum dure 3 ans. Donc, voilà. C'est lié. Donc, au bout de 3 ans, on peut encore avoir une fréquence, on va dire, une libido moins élevée. Mais c'est, encore une fois, pas une fatalité, heureusement. Déjà quand on accepte le fait que c'est différent, c'est déjà une grosse étape, parce que c'est un fait. Et en fait, dans les recherches, ce qui a été trouvé pour les couples qui arrivent à garder une sexualité épanouissante pour les deux, donc ça, ce n'est pas un chiffre, c'est plus un ressenti, et puis un bonheur partagé. C'est que les couples continuaient à se toucher de manière non sexuelle, même dans les phases où il n'y a pas de sexualité, dans le sens où on l'entend, et que ça, c'est un peu la clé, quoi. Donc continuer, même si on n'est pas dans l'idée de wouhou, continuer à se toucher sans avoir arrière-pensée, forcément. Ça. Le contact physique n'a pas forcément une finalité. Enfin, on voit toujours mais c'est comme la pénétration, d'ailleurs. Enfin, il peut aussi avoir des moments intimes sans. Enfin, c'est pas obligatoire. Ça fait pas. Enfin, il y a vraiment pas de normes. Et j'en profite pour vous glisser l'info. Il y a 2 ans, je crois, 3 ans, je ne sais plus, il y a un petit moment maintenant, on a enregistré un épisode de podcast sur la sexualité avec 3 de mes copines. On a fait ça parce que, en fait, on en discutait sur WhatsApp, et en fait, on se rendait compte à quel point on était différentes. Et en fait, on était toutes épanouies, mais différemment. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je sais qu'il y a parfois ce besoin de comparaison. Il y a tous ces magazines un peu féminins qui disent si vous ne faites pas l'amour 3 fois par semaine, c'est que votre couple va bas de l'aile et que ça va être horrible, vous allez vous séparer. Et en fait, j'avais trouvé ces points de vue-là hyper intéressants de voir, en fait, chez un couple, c'est très souvent, un autre couple, c'est pas du tout, ou très peu. Et en fait, c'est OK. Il y en a qui ont des pratiques différentes, et que tout ça, c'était valable tant que les deux étaient consentants, parce que ça, c'est quand même très, très important. Et vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se forcent parce que leur mari leur met la pression, leur conjoint leur met la pression, et ça reste une violence. C'est une violence sexuelle qui, à mon sens, et au sens de la loi, est inacceptable. Pas seulement à ton sens. Non. Qui est inacceptable, vraiment. Le viol conjugal existe. Il y a beaucoup parce qu'elles se sentent obligées, parce qu'il y a une pression, alors qu'en fait, peut-être que ce qui peut être important, c'est justement le côté que tous les deux soient d'accord, en fait. En fait, il faut que, à la fois que tous les deux soient d'accord et que l'autre comprenne les besoins de l'autre et comprenne. Encore une fois, on peut être dans des phases où ça va être un petit peu moins que ce dont on a envie, mais c'est pas grave, parce qu'il reste le désir finalement. En fait, pour les hommes, là, dans les recherches, ils indiquent qu'ils peuvent avoir des périodes un petit peu moins intenses, mais que ce dont ils ont besoin, c'est de se sentir sexy dans le regard de leur partenaire. Et puis aussi, encore une fois, le toucher qui est important et qui fait que ça pourra revenir au moment où les deux partenaires le sentiront. Et il y a un point aussi, franchement, que j'aimerais vraiment rappeler, c'est que le devoir conjugal n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. C'est ça. Juste. Point final. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà. Il y avait une autre question sur la libido. Comment gérer quand la libido de son partenaire est bien supérieure à la sienne? J'ai l'impression qu'on l'a un peu évoqué. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus? Non, ça revient un petit peu à la même chose. C'est que, en fait, la libido, c'est pas juste on-off, etc. C'est tout ce qu'on fait dans notre couple, c'est un préliminaire. Ça peut être un préliminaire. Donc, quand on a moins de libido, alors on peut avoir moins de libido de base,
Mais on peut aussi avoir moins de libido parce qu'on a tout nettoyé la maison avant et qu'on n'y pense plus. On peut avoir moins de libido parce qu'on a l'impression que notre partenaire nous trouve pas attirant. On peut avoir... tout est... Voilà, quelqu'un qui va prendre soin de nous, qui va faire des petites choses pour nous, va plus nous mettre quand même dans le mood, dans l'ambiance. Tout est un préliminaire. Et c'est important. Après, on peut avoir vraiment des envies un petit peu différentes. On n'est pas, comme on disait, on n'est pas obligé d'avoir toujours le même type d'acte sexuel. On peut être créatif sur le sujet. Donc on peut, voilà, encore une fois, c'est une compréhension de l'autre. Si on se comprend les deux, ça crée moins de frustration des deux côtés. Et puis il faut, voilà, accepter que la libido, c'est pas juste le sexe, quoi. Ça va avec tout le reste, et que ceux qui se plaignent de moins de libido de l'autre, il peut aussi réfléchir à ce qu'il peut faire pour se rendre attirant. Voilà, se rendre et pas que désirable. Exactement. Non, mais carrément. Après, il y a aussi les facteurs parfois de la contraception aussi, qui peut jouer aussi, des trucs un peu chimiques. Parce que si vraiment tout est mis en place, que vous avez votre petit thé et tout ce qu'il y a autour, et que c'est pas là, et que ça vous pose problème parce que vous comprenez pas pourquoi c'est pas là, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher de ces côtés-là. Bien sûr. Non, et après, en effet, il y a des facteurs chimiques, hormonaux, qui font qu'on peut avoir des phases avec moins de libido. Mais ça doit pas être la fin du couple, justement. C'est parce qu'on sait que ça peut être des phases, et qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir pas remplacer, mais nourrir le couple d'une autre manière. Quelle transition extraordinaire. La question qui est suivante est: que faire quand on n'a plus de désir pour son partenaire malgré beaucoup d'amour? Est-ce que désir et amour sont indissociables, ou alors est-ce qu'ils peuvent exister l'un sans l'autre? C'est une bonne question. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une sexualité extrêmement active, fréquente, pour être bien, comme on disait. Après, il y a quand même une attirance, une envie charnelle d'être avec l'autre, qui est quand même une composante du couple, qui le différencie de l'amitié finalement. Après, c'est pas parce qu'à un moment on n'a plus de désir pour son partenaire que c'est irrémédiable, que c'est fini pour la vie. On peut, il peut y avoir des raisons physiologiques, évidemment. Et on peut aussi travailler sur ça pour faire revenir la flamme. Sortez les allumettes. Une fois que... Alors, on a fini. On va clore le chapitre sexo. Je vais remettre ma petite musique. Et là, on va parler des questionnements autour d'un couple qui irait mal. Oui. La question est là, la première en tout cas que j'avais notée là, c'est: notre couple va mal. Il fuit toute conversation nous concernant malgré mes nombreux essais, mes propositions pour essayer de retrouver notre vie de couple, en vain. Et il ne veut pas d'aide extérieure, que faire? Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y a une image négative en France ou ailleurs de la profession de psychologue, de thérapeute. Donc il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, ne veulent pas consulter. Donc, après, pour moi, c'est encore autre chose. C'est une étape. On n'est pas obligé de consulter pour sauver son couple. Par contre, il faut quand même que l'autre soit acteur dans le couple. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire dans cette situation pour essayer d'amener un changement, avec l'autre qui est bloqué. Encore une fois, c'est d'exprimer ses propres besoins, sans attaquer l'autre, parce qu'on a un peu tendance à faire ça quand on n'est pas bien, de dire notre couple va mal, c'est de ta faute parce que t'as pas fait ça, on cherche le coupable, et le coupable, c'est l'autre, évidemment. Donc il faut réussir à avoir une conversation qui explique plutôt notre ressenti. Je me sens mal parce que j'aimerais être plus avec toi, j'aimerais ressentir plus de complicité, ça me rend triste.
parce qu'en fait, quelqu'un qui nous aime n'a pas envie de nous voir tristes. Voilà. Donc c'est un meilleur moyen de le convaincre de faire des efforts. Après, qu'on aille voir quelqu'un ou pas, bon, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie, c'est dommage, mais on peut ne pas avoir envie. Par contre, si la personne ne fait aucun effort, refuse malgré le fait qu'elle sait qu'on est malheureux, que la situation nous rend triste, que notre couple va pas bien, je vais être un petit peu cash, mais pour moi, il faut se séparer. Voilà. En fait, un couple, c'est censé être quelque chose de positif. Donc, si ça va pas bien, c'est normal. Ça peut être normal pour tous les couples. Mais si l'autre veut rien faire, donc n'accepte ni les démarches pour changer, ni les discussions, ni l'aide extérieure, la détresse ou la souffrance de l'autre. Voilà. Un couple, c'est une équipe. On doit être là l'un pour l'autre. Donc si on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas là pour nous, en tout cas. Alors évidemment, il peut y avoir une première discussion et puis l'autre dit un machin, mais bon, ça peut mais si mûrir c'est un peu. Première, voilà. Et après moult essais. Là, ça a l'air d'être plus ça. Voilà, je pense que voilà, il y a ces deux étapes. Il faut essayer de montrer ce qu'on ressent parce que les gens qui nous aiment quand même n'ont pas envie qu'on soit malheureux. Je veux dire, on n'est pas en couple avec quelqu'un qu'on déteste. C'est Baptiste Beaulieu qui a fait un post il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai. Qui justement parlait du rapport homme-femme et de ce qu'il voyait dans son cabinet et qui disait que, en gros, que la plupart des hommes n'aimaient pas leur conjointe. C'est vrai. Parce qu'ils les traitaient plus comme des assistantes, des personnels de ménage ou la mère de leurs enfants. Oui, et puis à cause des statistiques sur si une femme a un cancer, elle a 4 fois plus de chances, je ne sais plus exactement combien, mais d'être larguée par son homme, alors que dans le contraire, les femmes restent. Bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester avec n'importe qui. Non, mais c'est ça. C'est vrai que si on ne se sent pas écouté et respecté dans son intégrité, dans sa personne... En fait, la personne la plus importante de votre vie, ça sera toujours vous. Donc, au-delà, même si je donne l'impression que le couple est au-dessus, non, la personne la plus importante, c'est vous. Donc, il faut se protéger. Et le couple, il est là pour apporter un plus. Oui, c'est ça. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va... on est soi-même. On est d'abord heureux avec soi-même. On est d'abord heureux avec soi-même. Et l'autre, il nous aide. C'est un socle de sécurité sur lequel on peut revenir quand on a le tumulte de la vie, qu'on peut, avec qui on aime passer du temps, avec qui on s'amuse. C'est un plus, quoi. Ouais, c'est un allié aussi. Voilà. Enfin, il y a vraiment ce côté, on est une team, une équipe, et puis et puis en fait c'est ça aussi, c'est dans les moins bons moments, mais aussi il doit y avoir du fun quand même. Enfin, c'est pas juste quand que de la sécurité, juste que être là quand l'autre a besoin de nous. Alors c'est quand même important. Mais un couple, c'est fun, quoi. Voilà, c'est passer du temps ensemble, c'est s'apprécier, c'est avoir du plaisir à être l'un avec l'autre. C'est du bonheur, normalement. Et si ça ne l'est pas, fuyez. Enfin, je dis... C'est facile à dire, c'est toujours facile à dire, mais il y a toujours des circonstances ou des trucs comme ça. Mais c'est pour ça qu'il est important au maximum de se sécuriser soi. Dans parce que la principale raison des femmes qui ne partent pas, c'est l'aspect financier. C'est au maximum de se sécuriser financièrement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de réduire les inégalités financières entre les femmes et les hommes, pour cette raison-là aussi. En fait, tout le monde a bénéficié dans le couple, on dit il faut faire des compromis, il faut faire des... les deux membres ont à bénéficier d'accepter de l'influence de l'autre. Donc les hommes aussi, qui ont peut-être plus de mal à lâcher sur certains sujets.
ils vont bénéficier du fait d'avoir de l'influence, d'être influés par l'autre. Et pour avoir de l'influence sur l'autre, il faut être soi-même. Ouais, et c'est important. Carrément. Alors là, il y a plein de questions qui se bousculent. Dans ta question. Comment savoir si les doutes qu'on a sur notre couple sont fondés ou si c'est une passade ou si ce n'est pas vrai. J'ai trouvé ça assez fort de dire ce n'est pas vrai. Ça veut dire peut-être que la personne a du mal à se faire confiance dans ses sentiments. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Comment savoir si on est avec la bonne personne? Comment distinguer amour et dépendance affective? Là, on est quand même sur un questionnement autre. Enfin, voilà. Il y a quelqu'un qui disait que je ne suis plus sûre d'aimer mon mari. Est-ce qu'on est tout le temps sûr de l'amour? Non. Personne n'est sûr. Enfin, on peut être sûr de ses sentiments, mais sûr de vouloir rester avec la personne, ça c'est une question qui se pose beaucoup. On peut ne plus être sûr de ses sentiments. C'est souvent quand même suite au fait qu'on a laissé traîner sur le fameux tapis. Voilà, des petits soucis qui sont devenus des grands soucis. Pour savoir, voilà, si on est à la fin de sa relation, il y a la thérapie de couple évidemment qui va vous permettre de creuser à fond pour savoir. Même si c'est pas le thérapeute qui va vous donner votre réponse à votre question, c'est vous qui allez la trouver. Poser les questions, justement. Voilà, c'est vous qui allez trouver la question. Après, on peut se poser quelques questions pour savoir si on est avec la bonne personne. Est-ce que, comme on disait, est-ce que en fait, on sait qu'on peut être seul, mais qu'on préfère être avec l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se projeter comme seuls. Ouais. Et c'est ça qui les empêche de se séparer. Non, le couple, c'est moi, je serais très bien toute seule, mais je serais encore mieux avec mon conjoint, avec mon partenaire. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales qui viennent écorcher nos rêves de vie, nos croyances, qui créent en fait des conflits qui sont intolérables, qui génèrent trop de tristesse, trop d'émotions négatives. On sait qu'en fait, dans les couples, on a des disputes qu'on appelle disputes perpétuelles, qu'on aura toujours dans son couple, qui ne vont pas disparaître, qui seront toujours là. Il faut que ce sujet de dispute, ce ne soit pas des points intolérables. Mais par contre, voilà, les couples qui fonctionnent bien, ils ont aussi ces mêmes sujets de dispute, donc chacun a le sien, le sien ou les siens, mais ils vont réussir à mieux communiquer autour, et c'est un peu c'est l'analogie avec la maladie chronique, quoi. On doit vivre avec, donc on va pas le régler, mais on va vivre avec. Et il y a des périodes où ça ressort plus que d'autres. Bien sûr. Chez moi, c'est le rangement. Voilà, on a chacun nos petits... il y a des listes qui reviennent souvent quand même. On a chacun nos petites tensions. Évidemment, quand est-ce que ça revient? C'est quand ça va moins bien. Quand on a des stress extérieurs, voilà, des SPM, stress extérieur, tout ça. Manque de sommeil, voilà, quand il y a justement le tumulte de la vie qui vient se poser contre nous. Donc bon, il faut quand même savoir s'il y a des différences qui génèrent. Il y a des personnes qui sont pas faites pour être ensemble en fait, qui vont se faire du mal. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, parce que leurs sensibilités viennent elles sont pas compatibles. Voilà, viennent en collision. Et même si on peut être très bien avec quelqu'un de très différent, il faut pas que ce soit sur deux sensibilités qui viennent trop en collision. La question aussi, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires? Parce qu'en fait, souvent on voit, je sais plus si je suis... amoureux de mon partenaire, mais les gens font rien pour savoir. J'attends de voir si ça revient. Voilà. Alors si on ne fait rien, spoiler alerte, il ne se passe rien. Merci. Merci pour cette info. Donc voilà, pour savoir si on peut retrouver la flamme, il faut faire des choses pour retrouver la flamme. Voilà.
Si ça revient pas, ça revient pas. Mais si on n'a rien fait, on peut pas dire que on peut pas dire que c'est fini. Si on veut savoir si on peut réussir à gérer nos disputes, il faut travailler là-dessus. On peut pas mettre un point final sans se dire qu'on a tout essayé. Il y en a peut-être des gens qui le font, mais je connais des gens personnellement qui le font. Genre, je l'ai vécu personnellement. C'est horrible, ne faites pas ça. C'est ça. Et après, le problème du couple, c'est qu'on est deux et qu'il peut y en avoir un qui a eu la sensation d'avoir tout essayé pendant que l'autre ne voyait rien. Oui, aussi. Donc, bon, voilà. C'était pas la question, c'est juste du toxique. Voilà, bon, après, il y a tous les couples... Il y a des gens qui sont pas compatibles et il y a des gens qui sont quand même aussi... toxique en vrai. Non, mais c'est vrai, il y a aussi avec personne. Non, mais tu vois, il y a quand même quand on arrive sur des quand on n'est pas accepté en tant que personne et qu'on nous demande tous les 4 matins de changer. Alors c'est pas du tout une expérience personnelle, c'est pas ça moi. Mais ça arrive, je sais que ça arrive et c'est difficile. Il y a pas de conditions, la personne on est censé aimer la personne comme elle est. Alors certes, il y a des compromis qui sont trouvés parce qu'il y a des points de discorde, mais si on doit tout changer, ça peut pas marcher en fait. Non. C'est que tu n'aimes pas la personne que tu as en face de toi, tu aimes quelqu'un d'autre, un autre idéal, mais pas la personne en face de toi. En fait, dans le couple, l'une des choses dont on a le plus besoin, c'est d'être compris. De sentir qu'on est compris, accepté comme on est, même si on a des défauts, mais ça fait partie du package, parce que souvent les défauts vont avec les qualités qu'on a aussi. Et puis c'est peut-être que des défauts ne l'étaient pas au début et le deviennent aussi au fur et à mesure, avec l'effet d'accumulation, ou parce que on est très insouciant et c'est sympa au début, et puis en fait après quand il faut faire les tâches ménagères, c'est moins sympa. Voilà. Mais ce dont on a besoin en fait, c'est de se sentir compris et de pas être une autre personne avec l'autre. Carrément. Donc si on est une autre personne et d'essayer aussi, c'est pas nécessaire de se conformer à une idée sociétale du couple en fait, où on est obligé d'être un couple avec 2 enfants, avec la maison, le chien, le mariage. Il y a des gens à qui ça correspond pas et en fait c'est de trouver sa configuration à soi. Typiquement, je pensais à ça parce que quand j'en parle, les gens me posent plein de questions, mais moi mon rêve ultime c'est d'avoir une maison assez grande pour qu'on ait chacun notre chambre. J'adorerais avoir ma chambre, mais tu sais, comme quand j'étais enfant j'avais une chambre, j'ai une chambre aussi maintenant. Mais on pose, quand je parle de ça, on pose beaucoup de questions, mais en fait, un couple, normalement, ça dort on parle du lit conjugal, de la chambre, et comment vous allez avoir de l'intimité. Spoiler alerte, il n'y a pas que dans le lit qu'on a de l'intimité, de manière générale. Déjà. Et mon sommeil est beaucoup plus important. Peut-être que si je dors mieux, j'aurai une meilleure vie intime, je ne sais pas. Mais ça pose question, parce qu'en fait, on a cet idéal de... ce couple hétérosexuel, dans son lit conjugal, les enfants loin, dans des chambres extérieures, la maison qu'il faut acheter, puis la vie comme ça. Alors peut-être il y a des couples juste qui peuvent pas vivre ensemble, il y a des gens qui font ça aussi, qui n'habitent jamais ensemble, ou qui n'ont pas d'enfants aussi, parce qu'ils veulent pas d'enfants, parce qu'ils sont très très bien ensemble, et justement qui vont peut-être pour se conformer à une vie, à ce qu'on attend... Quand je dis on, c'est le grand on là au-dessus là. On attendrait d'eux qu'ils se reproduisent tout simplement, et qu'ils le font, puis en fait c'est l'enfer parce que c'est vraiment pas ce qu'ils voulaient. En fait c'est vraiment de comprendre, de garder sa propre configuration sans trop regarder ce qui se passe ailleurs en fait. Ça c'est dur, c'est sûr qu'il y a aucun couple qui est mieux qu'un autre. Il y a des couples qui fonctionnent, mais dans tous les types de configurations. Donc on peut avoir 10 enfants, 0 enfant, être un couple libre, être un couple qui a chacun sa maison, un couple qui supporte pas de rester, qui vit ensemble, qui vit dans un studio. Nous, on l'a testé longtemps. Toutes les configurations sont possibles tant que les 2 personnes y trouvent leur compte. Après, c'est comme tout, c'est comme avoir un seul enfant, ne pas avoir d'enfant, vivre en ville, à la campagne. En fait, les gens, ils projettent sur vous leurs propres inquiétudes, leur propre façon de voir la vie, et c'est pas à vous
voilà, il n'y a pas à se conformer. Il n'y a pas à se conformer. Et puis parfois c'est difficile parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour certaines personnes de se connaître. Bien sûr, c'est le travail d'une vie. Hein. Mais donc du coup elles suivent un chemin prédestiné ou qui est déjà tracé parce qu'elles se disent c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que je vais être heureuse ou heureux. Et en fait pas. Parce que la première base, et c'est ce qu'on disait, c'est être heureux avec soi, ça veut dire aussi se connaître surtout, ça veut pas dire être heureux d'ailleurs, parce que parfois on n'est pas heureux avec soi, et ça c'est comme dans le couple, ça fait partie du jeu, mais c'est se connaître vraiment profondément qui va permettre de savoir ce qui est bon. Finalement. C'est l'histoire d'une vie. C'est ça que les psychologues ont encore une longue vie. En termes de business, on est bon. Il y a du boulot. Non, mais c'est vrai que c'est nécessaire de se faire encore une fois de se faire passer avant le reste, quoi. De se comprendre et de s'accepter tel qu'on est. Et en fait, on se rend compte que quand on est sûr de ses choix, personne n'a rien à redire, quoi. C'est vrai. On n'est pas impacté par la vie des autres. Parce qu'ils peuvent le dire et ça passe, ça passe au-dessus, quoi. C'est vrai. Et une fois qu'on s'est un peu posé toutes ces questions, qu'on a pu un peu démêler nos émotions et qu'on a peut-être eu envie justement de se dire, et qu'on comprend que finalement les chemins vont continuer mais de manière séparée, comment on fait ? Parce que là, la question, c'est comment oser quitter son partenaire ? Ce oser, il est intéressant, tu vois. Comment oser quitter son partenaire ? Ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, pour certaines personnes, ça va être long. Des fois, ça va être moins long. Évidemment, il y a ce dont on parlait. Il y a les possibilités techniques qui font qu'on peut être... si on n'a pas de salaire, on peut difficilement prendre une décision telle qu'elle est. Après, comment oser accepter qu'on est la personne la plus importante de sa vie et que c'est ça le plus important. Et est-ce que c'est pas un petit peu comme toutes les grandes étapes ? Il faut sauter. Oui, c'est pas facile, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien. Non, et puis la vie d'après, alors ça veut pas dire que c'est pas dur, hein. Bien sûr. Les séparations, je veux dire, elles sont faciles pour personne. Il y a toujours un moment compliqué. Mais la vie d'après, c'est la vie d'après. Elle existe. Et si là, le bonheur n'est plus là, si on n'est plus heureux dans cette vie de couple et dans ce couple-là, en fait, ça veut dire qu'il est temps peut-être de partir et que le bonheur, il est ailleurs, en fait. Il est ailleurs avec soi. Avec un futur peut-être quelqu'un, on ne sait pas, ou pas. Et en fait, si on est vraiment plus heureux, si c'est ça en fait finalement, si le couple ne nous rend plus heureux, c'est qu'il y a autre chose qui va nous rendre heureux derrière. Et au contraire, si ça nous fait descendre finalement, si ça nous plombe, c'est qu'il faut partir parce qu'on ne mérite pas d'être plombé. Non, de toute façon, le couple ne doit jamais être un problème supplémentaire dans notre vie. Ouais, ça doit être un plus. Voilà, quelque chose de positif. Moi, j'aime beaucoup cette conclusion. Cécile. Je sais pas ce que t'en penses. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi. Mais si on veut, parce que tu mets des conseils un peu couple, tout ça, sur ton Instagram, par où ça se passe si on veut te suivre et voir tout ça ? Oui, alors mon compte s'appelle We Have a Love Like That. C'est pas le nom le plus facile à se rappeler. Et je mets aussi les conseils sur mon site, Cécile Basilier. Ok. FR, je crois. Bon, c'est facile à trouver. De toute façon, moi, je mets tes liens en description de l'épisode, et puis sur Insta aussi, ce sera tagué. Donc, comme ça, on pourra te retrouver et voir un petit peu ce que tu proposes. Et puis, si vous avez envie de continuer la conversation avec Cécile, elle a une prise de rendez-vous possible. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'aime beaucoup partager sur ces sujets, donc c'est toujours un plaisir. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop chouette. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast et même sur Spotify. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli préférée, tu cliques sur les étoiles et tu mets un petit mot sympa dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait «
tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. Et c'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.